Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Nous nous trouvons aujourd'hui à Thetford Mines afin de vous faire découvrir ce qui anime cette ville. Nous allons donc nous entretenir avec le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Bonjour Marc-Alexandre. Bonjour. Ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Un peu frisqué, mais ça va. Oui, effectivement. C'est peut-être la dernière entrevue qu'on réalise à l'extérieur pour la saison. Pouvez-vous nous parler en premier lieu de ce lieu où nous nous trouvons et de son importance pour votre ville? Bien, en fait, on est au Parc Saint-Noël présentement, donc un de nos beaux parcs, un de nos plus grands parcs à fort achalandage, en fait, qui est très, très varié au niveau de son utilisation. Donc, c'est un parc qui est en bord de rivière. Ça fait que déjà, c'est vraiment un super atout qu'on a. On a différents points de vue qu'on a sur la rivière, des points d'accès aussi. Bien, c'est un terrain en matière sportive qui est très utilisé. On a un terrain de baseball de très grande qualité qui avait servi pour les Jeux du Québec en 2018. Okay. Mais on a plein d'autres types d'exercices, entraînement extérieur, des jeux de poche, table de ping-pong, des jeux de fer, évidemment des modules de jeu pour les enfants aussi, des jeux d'eau. C'est un parc qui est vraiment très, très fréquenté, qu'on apprécie beaucoup et qui est bien situé aussi. Et qui a subi une cure de rajeunissement récemment. Oui, exactement, parce qu'en fait, on est presque par-dessus le nouveau bassin de rétention qui est juste à côté de nous, qui va servir là, à retenir les eaux usées là, en période de forte pluie. Au lieu d'avoir des déversements dans la rivière, bien, on a un projet d'environ 17-18 millions de dollars qui a été réalisé juste à côté de nous, qui va faire en sorte de retenir ces eaux-là et de laisser écouler lorsque le réseau est capable de le prendre. Donc, c'est un projet à vocation environnementale. Un bénéfice aussi. environnemental gigantesque là, pour la santé de la rivière Bécancour. Parfait. Quels sont pour vous les autres endroits significatifs dans votre ville? Il y en a plusieurs, j'imagine. Il y en a à la tonne, il y en a à la tonne. Évidemment, l'Hôtel de Ville, un lieu significatif, c'est quand même le centre de gouvernance, le centre de la démocratie de notre ville. Donc, notre centre-ville en son entier aussi, qu'on a réussi quand même à bien développer. Là, on a certains enjeux présentement qu'on affronte, faire en sorte de relancer notre centre-ville. Le parc Notre-Dame, qui est notre parc central en ville, avec le stade, avec l'aréna, avec la piscine, avec des jeux d'eau, avec un terrain de soccer, un terrain de basketball. J'en passe parce qu'il y a tellement de choses à cet endroit-là. Donc, c'est un parc qui est important. Le parc Saint-Charles, donc ici, on est sur le bord de la rivière Bécancour, mais on le retrouve encore au parc Saint-Charles. Donc, dans le secteur de la Blatte-Lake, qui est un parc un peu méconnu, mais qu'on fait beaucoup d'investissements ces temps-ci. Donc, super intéressant. On a le Petit Cap, le parc du Petit Cap, tout près de la Polyvalente. À Robertson aussi, on a un beau parc. Pont-Brillant, c'est bien développé aussi. Donc, écoutez, c'est trop difficile. J'arrête là parce qu'on ferait l'entrevue que sur les lieux significatifs de la ville. Quelle est en gros l'histoire de la ville de Thetford? Ça a commencé vraiment avec des mines? Non, ça a commencé avec des bûcherons, des agriculteurs. Okay. Il y avait quelques dizaines de personnes à un moment donné qui étaient ici parce qu'il y avait du bois, puis qui avaient du bétail à nourrir, donc avec un peu d'installation agricole. On n'a jamais été connu pour des bonnes terres, mais il y avait quand même du bois. Mais un jour est arrivé un groupe de personnes qui ont découvert l'amiante chrysotile. Sachant pas c'était quoi, ils ont fait analyser ça. Et bien après, c'est parti en vrille. C'est parti en vrille, vraiment. Là, on a été la 5e ville au Québec à obtenir le statut de ville. C'est-à-dire qu'au début du 20e siècle, on était la 5e plus grosse ville au Québec. OK. Donc, ça a vraiment dicté notre évolution, la croissance de la ville, la croissance de la population, l'économie, jusqu'au déclin, en fait, au déclin qui a débuté plus dans les années 70, 80, 90. Et la reconstruction, la renaissance de la ville, qu'aujourd'hui, ça va extrêmement bien, une économie diversifiée, la croissance de la population est revenue, le changement démographique, le changement de la diversité aussi qui est arrivé chez nous. Donc, on est une ville qui a eu des hauts, des bas. Maintenant, ça va très bien. Qui vit des hauts présentement. Qui est dans le haut, effectivement. Oui. Quelles sont les particularités de votre ville? Qu'est-ce qui la distingue? Je sais qu'on est passé de Thetford Mines à Thetford. Bon, il y a une évolution d'un passé minier à un avenir plus vert, finalement. Effectivement. Souvent, on dit qu'on passe du gris au vert parce qu'en fait, les gens ont une image un peu grise de notre ville, un peu négative à cause du gros passé industriel minier. On est rendu complètement ailleurs. On a des entreprises en plein de créneaux maintenant. On a le commerce et services qui se sont développés. Beaucoup de tout ce qui touche la transformation énergétique du Québec, on est vraiment aux premières loges de ce qui peut se passer là, tant en matière d'éolien, de solaire, de géothermie. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer ici. Je pense que Thetford est vraiment très, très bien positionné pour
pour l'avenir, mais pour l'avenir du Québec aussi. Oui, je crois qu'il y a une diversification économique finalement qui se produit. Puis il y a plein de projets en cours qui laissent entrevoir le meilleur. Bien, en fait, on est pratiquement limité là, présentement par nos parcs industriels qui sont pratiquement à plein, par plein de contraintes qui nous viennent des gouvernements. Là. C'est difficile d'avoir accès à l'énergie maintenant. On a des projets qui ont de la difficulté à démarrer en fonction de tout ça. On a toujours les règles sur l'amiante qui nous contraignent énormément. Donc, ça, on pourra en parler aussi. Mais disons qu'en fonction des freins qu'on a, des contraintes qu'on a, on réussit très, très bien à se développer. Parfait. Quelles sont les caractéristiques de la population qui compose la ville de Thetford? Mais c'est quand même élaboré aussi. Il y a plusieurs types de personnes. Des gens qui travaillent dans des institutions comme le cégep, le centre de services scolaires. Il y a aussi beaucoup de petites entreprises. Oui, bien en fait, Thetford était officiellement 26 891 populations. Okay. C'est pas le vrai chiffre, c'est une estimation parce que clairement, on est beaucoup plus que ça quand on voit la croissance démographique, la croissance du logement qui s'est produite chez nous. Le visage de la ville a changé beaucoup. Beaucoup d'immigrants qui sont arrivés chez nous, qui sont nécessaires à la survie de nos entreprises, aux services qu'on veut donner à la population. Donc, ça a changé énormément. Sinon, bien, on a vraiment... évidemment, on a une population relativement âgée, entre autres liée au fait qu'il y a une baisse, à un moment donné, dans notre économie qui a fait en sorte que des gens ont quitté. Maintenant, il y a des gens qui reviennent. Puis pour les plus jeunes, il y a de l'emploi en très grande quantité. Le taux de chômage, il n'y a pas si longtemps, était à 1,5 chez nous. Okay. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Mais ce qui fait en sorte qu'on a vraiment une population qui s'est diversifiée, on a une population de gens qui viennent de partout, on entend des langues, on voit des visages différents. Et c'est très, très bien. Je pense que l'intégration se passe bien, puis on est très, très fiers d'être devenu une communauté d'accueil. La ville a quand même une bonne superficie, mais les mines qui sont situées pas très loin, les anciennes mines en ont une bonne aussi qui pourrait accroître la superficie de la ville beaucoup. Bien, en fait, la superficie de la ville, c'est 225 km². Okay. Le plus grand propriétaire foncier, c'est encore les mines. Okay. Donc, et parfois, ils sont en plein centre-ville. Vraiment, si la ville s'est construite autour. Des fois, on dit qu'on est une ville dans une mine ou une mine dans une ville. C'est pratiquement équivalent, c'est un ou l'autre. Donc, on a un très grand potentiel de développement au niveau de notre ville si on est capable de reconvertir, de revaloriser ces terrains miniers-là, ces bâtiments miniers-là. Donc, on espère juste qu'un jour, la lumière se fera au gouvernement par rapport à la présence d'amiante, là, parce que notre développement est intimement lié à ce qu'on va en faire. Parfait. Quelles sont les réalités de la ville et ses défis, selon vous? Bien, la réalité de la ville, c'est qu'on est réellement devenu une ville en santé, une ville où est-ce qu'il fait bon vivre. Hein? On a vu qu'on s'est classé 5e au Québec sur l'indice du bonheur publié par le Journal de Montréal. Je pense que ça reflète assez bien le sentiment des gens. Les gens, pendant un certain temps, lorsque ça n'allait pas bien, avaient peut-être une image un peu plus négative de leur propre ville, mais là, clairement, on est rendu ailleurs. Donc, ça se passe bien de ce côté-là, mais au niveau des défis, on a beaucoup de contraintes qui nous ont été imposées par le gouvernement, puis c'est vraiment déplaisant. Là, présentement, là, ce qui nous freine, c'est vraiment l'accès à l'énergie. C'est la question de l'amiante qui nous freine énormément. Donc, on espère pouvoir surmonter ces obstacles-là, faire entendre raison au gouvernement. Hydro-Québec, il faut absolument que la planification se fasse bien, qu'on puisse être capable d'approvisionner nos projets en énergie. Nos espaces industriels, on sait que là, on doit agrandir nos parcs industriels. Présentement, on manque de place. Donc, ça va être plein partout. Ça va être plein partout, nos parcs industriels, possiblement à la fin de l'année. Est-ce qu'il y a de l'espace de développement encore à ce niveau-là? Ce qui était facile à construire a été fait. Il y a de la place, mais il y a certaines contraintes qui vont faire en sorte que ça va être un peu compliqué. OK, parfait. Mais il y a de l'espoir à ce niveau-là. C'est plus que de l'espoir. C'est juste qu'il faut qu'on s'y prenne et ça va coûter un peu plus cher à développer. Quels sont les secteurs d'activité qui dynamisent ici la ville? En fait, c'est sûr que Thetford étant une ville-centre, tout le secteur institutionnel, le secteur des commerces, le secteur des services, c'est très fort. On a quand même un milieu manufacturier qui est très dynamique, très exportateur aussi. C'est sûr que dans la dynamique d'aujourd'hui, ça amène certains enjeux, mais il reste que nos entreprises manufacturières sont très diversifiées dans plein de domaines, des domaines d'avenir aussi. Donc, ça fait en sorte que Thetford, c'est vraiment un centre de service, un centre d'emploi qui est important pour toute la région. Et c'est ce qui rend Thetford unique, je crois bien, dans la région aussi. Bien, évidemment que la force du nombre est là, donc les entreprises s'installent ici. On a quand même plusieurs belles municipalités aux alentours qui ont des parcs industriels intéressants.
Mais c'est sûr que la force du nombre est là, le pouvoir attractif est là. Donc, puis en même temps, on en profite pour desservir les municipalités aux alentours. La ville de Thetford est vraiment au centre de la MRC des Appalaches, autant géographiquement que... Économiquement. Oui, j'allais le dire. Quel est le rôle que la ville t'a amené à jouer dans la région? Il y a quand même beaucoup d'ententes de services qui se passent. Je pense juste au service de sécurité incendie qui a presque un rôle aussi dans toute la MRC, finalement. Bien, pas dans toute la MRC. On prend des ententes avec les municipalités qui le souhaitent. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on joue un rôle important. En matière économique aussi, on est une locomotive économique. En matière de loisirs, donc, on a beaucoup d'infrastructures de loisirs qui servent à tous. Dans la plupart des cas, même dans presque tous les cas, les infrastructures sont offertes gratuitement aux gens des autres municipalités. C'est juste les tarifs de nos résidents qui sont chargés, c'est juste pour la dispense des services, mais les gens ne savent pas à quel point on offre gratuitement nos infrastructures qui servent vraiment à tous. Donc, c'est ça. On a vraiment beaucoup de services à offrir, tant les services directement municipaux que tous les services de la sphère commerciale qui est disponible pour tout le monde. On parlait tantôt d'immigration, au fond. On parlait, je pense, ici de 2000 immigrants. Du moins en début d'année. Ça a peut-être évolué depuis ce temps-là aussi. Mais est-ce que c'est un des principaux changements qu'on a pu pouvoir s'opérer? Dans les dernières années, c'est ce qui est le plus visible, définitivement. Okay. Donc oui, on parle d'environ 2000 personnes qui se sont installées chez nous. Ça ne pourra pas tellement évoluer présentement, mais c'est sûr que ça risque d'évoluer négativement prochainement parce que les règles d'immigration font en sorte que malheureusement, il y a des gens qui ne pourront pas rester chez nous même s'ils le souhaitent, même si on le souhaite, même si nos entrepreneurs le souhaitent. C'est vraiment une catastrophe, là, la vision gouvernementale dans ce dossier-là. Ils ne comprennent vraiment pas ce qui se passe chez nous. Là. Au niveau des travailleurs étrangers temporaires, surtout. Exactement. Donc, on a des gens qui sont en emploi, qui sont installés, qui ont fait venir leur famille, qui sont essentiels pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent, à qui on va dire, bien, désolé, il y a trop de monde à Montréal, donc il faudrait qu'ils retournent chez vous. Là. OK, c'est pas la réalité de la région. La réalité de Montréal n'est pas du tout celle de la région ici. Là. Exactement. Et des autres régions Exactement. aussi, d'ailleurs. Les gens ne comprennent vraiment pas ce qui se passe dans le monde de l'immigration dans notre région. OK. Donc, au niveau économique, ça se passe bien aussi à Thetford, autant, je pense, pour les citoyens que pour les entreprises. Bien oui, exactement. Bien, on le voit, nous autres, on a créé un nouveau service de développement économique à la ville qui accompagne nos promoteurs. On a beaucoup de projets encore sur la table en matière de construction résidentielle. C'est pour vrai, j'ai envie de dire, ça a explosé. Là. Il y a vraiment beaucoup de projets. Ça en est fait beaucoup l'année passée. Encore cette année, on bat des records au niveau de l'émission des permis de construction. C'est beau à voir. Puis, je discutais avec un entrepreneur, pas plus tard qu'hier, qui me disait on construit puis ça se loue. Alors, on continue de construire. OK. C'est ce qui se passe. Ça ne s'arrêtera pas tout de suite, sûrement. C'est pas parti pour ça. Bien, il y a quand même des bonnes perspectives de développement. Je pense que le département d'économie de BMO avait classé Thetford au 8e rang au Canada et au 3e rang au Québec quant au nombre de PME par 1000 habitants, ce qui est quand même remarquable. Oui, c'est pas un chiffre qui est ultra récent. J'ai jamais revu la mise à jour de ce chiffre-là. J'aurais bien aimé le voir. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y était une certaine époque où est-ce que les gens dans les mines perdaient leur emploi avec plusieurs années d'expérience. Puis tout le monde n'a pas voulu quitter, donc ils se sont dit, bien, moi, je vais mettre à profit mon expertise, puis je vais démarrer ma propre entreprise. Puis il y a des entreprises qui sont créées il y a une vingtaine d'années qui, aujourd'hui, ce sont les plus grandes entreprises de notre milieu. Là. Parce qu'écoute, les mines, ça a eu quand même un grand impact ici. Je pense que ça faisait travailler toute la région, même, plus que les gens de Thetford. Là. Ah, bien, c'est sûr, évidemment. Là, on était, quand je dis qu'on est un centre d'emploi, c'est un centre d'emploi pour des fois 50-60 km à la ronde, avec des emplois de qualité. Ce sera pour vous un 4e mandat, étant donné que vous avez été réélu par acclamation de votre côté. Qu'est-ce qui a d'abord motivé votre désir de vous lancer en politique municipale? Bien, en fait, écoute, c'est une longue histoire. Là. J'avais 16 ans, puis je savais que je voulais faire de la politique. OK! Je savais juste pas quand, quel niveau, de quelle façon ça se passerait. Puis un jour, une porte s'est ouverte. Puis la politique, en fait, c'est une question de porte ouverte, c'est une question d'opportunité, de timing. Puis je suis allé à ce moment-là. Et puis j'adore ce que je fais. Là. Ça fait maintenant 12 ans. Puis j'ai la chance de déjà pouvoir dire que je vais le faire pour 4 ans. Donc, non, c'est vraiment un métier que j'aime beaucoup, d'être au service de la population, d'être à l'écoute des gens, d'être présent sur le terrain, d'être aux premières loges pour voir le développement de notre ville. C'est vraiment un métier fantastique. On se rend compte souvent, vous êtes effectivement aux premières loges, parce qu'on se voit beaucoup dans tous les types d'événements, finalement. Quel a été le plus grand apprentissage que vous avez vécu depuis vos débuts en tant que maire? Ah, c'est une bonne question. En fait,
je ne sais pas si je peux dire que je l'ai appris ou si je m'en doutais puis ça s'est concrétisé. C'est vraiment l'opposition entre les besoins des gens et les ressources qu'on a disponibles. OK. Les gens, souvent, vont nous demander énormément de choses, mais en même temps, ils veulent qu'on fasse attention à leur compte de taxes. Ouais. Et c'est tout à fait normal. Donc, c'est la recherche d'équilibre. OK. À tous les jours, on est en recherche d'équilibre entre ce qui est demandé, ce qu'on peut faire, ce qu'on a les moyens de se payer. Donc, c'est vraiment un exercice d'équilibriste qui est compliqué. Puis c'est pour ça qu'il faut être présent auprès de la population pour vraiment comprendre ce qui leur est important. Puis après ça, juger. Les gens disent qu'ils ne sont pas prêts à payer plus, mais ils demandent ça. Donc, à quel point qu'on est prêt à taxer davantage de citoyens pour aller vers ce qu'ils nous demandent, à quel point il le veut vraiment, parce qu'il y a une facture qui va venir avec. Donc, c'est vraiment un jeu d'équilibre. OK. Il y a toujours des priorités qui existent aussi. Il y a des priorités, il y a des obligations aussi. Vraiment, il y a beaucoup d'exigences qui nous viennent du gouvernement qui font en sorte que tout coûte plus cher. J'ai été en commission parlementaire à Québec il n'y a pas si longtemps pour présenter le mémoire de l'Union des municipalités sur l'allègement réglementaire. C'est complètement fou ce qu'on nous demande et ce que ça coûte. On a 4100 employés dans les municipalités au Québec qui servent juste à répondre à ce que le gouvernement nous demande. Il n'y a aucun service aux citoyens. Ils répondent aux exigences du gouvernement à temps plein. J'ai vu ça passer au fond. Puis, c'est la même chose pour les petites municipalités aussi de toute la MRC. Ah ben oui, exactement. C'est pour ça que ça met une pression sur les petites municipalités puis qu'on commence à entendre parler beaucoup plus de regroupement qu'avant. Parce que les exigences gouvernementales étouffent tout le monde. Dans une ville, on est capable d'y répondre, mais ça coûte cher parce qu'il faut embaucher des gens pour répondre à ça. Mais dans des plus petites municipalités, des fois, ils ont la difficulté à répondre à la demande. Je comprends. Puis la pression sur les directeurs généraux et tout doit être assez intense. Regarde, je suis allé l'autre jour à Saint-Pierre-de-Brenton et ils ont passé comme 4 différents directeurs généraux en 4 ans. Exact. C'est quand même spécial. Ils n'ont pas le record. Il y a une autre municipalité qui ne passé plus que ça. OK. OK. Quels sont vos objectifs à court et à moyen terme pour Thetford Mines? Bien, On va dire Thetford. Oui, le nom de la ville, c'est encore Thetford Mines. On utilise Thetford dans le courant. Là. Mais en fait, mes objectifs pour la ville, c'est vraiment de poursuivre le développement harmonieux qu'on a là. Ça se passe bien, l'ambiance est bonne en ville, le climat est bon, nos entrepreneurs réussissent, donc on cherche à les accompagner le plus possible pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils créent de l'emploi de qualité. En créant de l'emploi de qualité, on accompagne tout le monde pour essayer d'aider dans le dossier d'immigration parce qu'on a besoin que les gens s'en viennent chez nous. On doit faire de notre ville une ville attractive pour que les gens qui sont ailleurs au Québec aient envie de venir chez nous. Puis on doit construire du logement, donc on met en place des programmes. On accompagne les promoteurs pour que le logement lève de terre, puis c'est exactement ce qui se produit. On parle à quelques centaines de portes par année qui se lèvent de ce temps-là. C'est vraiment magique de voir ça. Oui, c'est quand même un chiffre considérable. Effectivement. Qu'aimeriez-vous voir changer ou se réaliser pour la ville? Qu'est-ce que j'aimerais voir se réaliser pour la ville? En fait, de façon plus globale, je dirais qu'on règle une fois pour toutes le dossier de l'amiante. OK. Qu'on arrête de penser qu'ici, on a la lèpre, puis c'est la fin du monde. Là. Ce qui n'est pas le cas du tout. Ce qui n'est pas le cas du tout. On vit très bien, on est un milieu sain, les gens sont heureux de vivre chez nous. Et de façon plus spécifique, le dossier de la mine belle. OK. On a la mine belle en plein centre-ville, qui est une ancienne mine d'amiante qu'on veut reconvertir. C'est compliqué à cause de la présence d'amiante, c'est lourd, ça va coûter cher. Mais en même temps, moi, j'ai aucune gêne à demander l'accompagnement du gouvernement dans ce dossier-là. On a été un endroit très payant pour les gouvernements, avec les très hauts salaires qui se payent ici, les impôts qui se prélevaient. Nos mines d'amiante ont été nationalisées. Le gouvernement en a été propriétaire. Il a fait de l'argent avec nos mines d'amiante. Bien, maintenant que le gouvernement a décidé qu'on ne peut plus les exploiter, il faut qu'ils nous accompagnent vers la suite. Puis on a des superbes projets, entre autres pour les mines belles, mais ailleurs dans d'autres propriétés minières, où est-ce qu'on peut vraiment contribuer à l'essor économique du Québec, contribuer à l'essor environnemental, à la visée verte du gouvernement. On a des beaux projets à saveur environnementale qui peuvent se diriger sur ces sites-là. Il va falloir qu'on ait l'accompagnement à long terme. On comprend que tout ne sera pas en un an. Non, mais on est en train de se bâtir un plan, nous autres, pour les prochaines décennies, puis on espère avoir l'appui des gouvernements. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours ou qui sont prévus dans votre municipalité? Je sais que ici, ça vient tout juste d'être terminé au fond. Y a-t-il autre chose qui se passe ailleurs? Bien, en fait, un peu partout, on travaille beaucoup à planifier à longtemps d'avance nos choses maintenant. On a fait un plan directeur des parcs, donc on a une bonne idée de tous les investissements qu'on veut faire dans nos différents parcs. Nos infrastructures de loisirs sont vieillissantes. La ville a connu une croissance rapide dans un certain moment de son histoire, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites à ces moments-là.
mais quelques décennies plus tard, ils arrivent tous en fin de vie en même temps. Ouais. Donc, on espère qu'encore une fois que le gouvernement va nous appuyer là, avec les programmes d'infrastructure sportive, récréative, là, parce que présentement, ce qui se met au Québec, c'est absolument pas suffisant pour les besoins. Donc, nous, on a plusieurs infrastructures qui arrivent en fin de vie. On va avoir besoin de remettre à jour. Notre réseau routier a besoin d'amour aussi. Ouais. On le sait, on l'entend. On met beaucoup plus qu'avant. La dernière année, dans le budget, je ne me trompe pas, c'est 14,3 millions, quelque chose comme ça qu'on a mis dans le réseau routier. C'est énormément d'argent. On peut en mettre plus, mais les gens vont avoir à payer la facture. Donc, la campagne électorale sert à ça, c'est d'entendre les gens. Si les gens veulent qu'on en mette plus, possiblement, c'est ce qui va arriver avec la facture qui va venir avec. Mais on sait qu'on a beaucoup d'investissements à faire dans le réseau routier également. Parfait. Donc, il y a différentes choses à concrétiser. La liste pourrait être longue encore. OK. On a l'impression que l'harmonie règne au sein du conseil. J'ai regardé votre dernier conseil au fond de municipal. Et mon Dieu, je trouvais que l'équipe était dynamique, que tout s'est réglé en dedans de 25 minutes. OK, il n'y avait pas beaucoup d'assistance, mais ça roulait rondement quand même. Bien, on n'a pas beaucoup d'assistance sur place, mais on est en direct à la télévision, sur Facebook. Donc, on a beaucoup de personnes qui nous écoutent, puis je le sais parce que les gens m'en parlent beaucoup. OK. Mais oui, écoute, c'est pas du bois, c'est du plastique, ça. Ouais, c'est ça. Je touche du bois parce qu'en fait, oui, ça se passe bien, mais je pense que la clé, c'est l'écoute. La clé, c'est de donner le droit de parole à tout le monde. C'est qu'on vide toutes les questions. Aussitôt qu'il y a quelque chose à dire, on le dit. Puis quand on arrive en séance publique, c'est parce qu'on a peut-être parlé 3, 4, 5, 8, 10 fois d'un dossier pour qu'on aplanisse tout ce qui pouvait accrocher. Ce qui fait en sorte que quand on arrive en séance publique, le dossier a été travaillé, puis on a le consensus. Ça peut arriver, c'est arrivé quelques fois en 12 ans qu'on ait eu à voter parce que le consensus total n'était pas possible. Mais en même temps, vraiment, ce qu'il faut, c'est donner le droit de parole à tout le monde, c'est qu'on vide toutes les questions, tout ce qui a à être dit doit être dit, et on prend des décisions par la suite. Et quand même, comme vous êtes beaucoup sur le terrain, je pense que vos conseillers aussi le sont. Que ça permet de prendre le pouls de la population aussi à ce moment-là. Effectivement. Il faut s'élever au-dessus de la mêlée puis tasser nos opinions personnelles parce que nos opinions personnelles n'ont pas d'importance. On est là pour représenter la population et prendre les meilleures décisions possibles et prendre notre orgueil puis le laisser ça à la maison quand on s'en vient au conseil parce que ça se peut qu'on fasse des erreurs puis qu'on ait à reculer. Si c'est ça, on le fait puis c'est tout. On est là pour le bien de la population. À votre connaissance, est-ce qu'il y a des décisions, des enjeux qui ont fait réagir les citoyens au cours des dernières années? Bien, au niveau des enjeux, évidemment, le réseau routier, on entend beaucoup parler. C'est sûr que ces investissements sont incommensurables, en fait. Hein. Tu sais, faire une rue, ça coûte 1 million. Si on a des infrastructures à faire en dessous, ça coûte 3 millions. En gros, là, les derniers contrats qu'on donne, aussitôt que vous voyez si vous voyez des tuyaux qu'on est en train de charger dans une rue, attendez-vous que le contrat qu'on vient de donner tourne autour de 3 millions. OK. Ça fait que c'est majeur. On en est conscient. On a peut-être été trop longtemps sans investir de façon massive dans nos routes, à un moment où ça aurait coûté beaucoup moins cher que maintenant. Oui. Il faut se le dire, parce qu'avec la présence d'amiante, faire une rue à Thetford, c'est 30 à 40 plus cher que dans une autre municipalité au Québec. OK. Donc, on fait vraiment de mieux de ce côté-là. C'est vraiment l'enjeu qui fait le plus réagir, c'est celui-là. On en est conscient, puis on agit. Quel bilan faites-vous de votre dernier mandat? Écoutez, c'est embêtant, là. Je pense que ça a été beaucoup dans la continuité. Je pense pas que le dernier mandat était tellement différent des autres. C'est-à-dire qu'on gère la ville efficacement, on gère les deniers publics efficacement, le compte de taxes est sous contrôle, on est quelque chose comme 350-400 pièces de moins que la moyenne des comptes de taxes au Québec. L'endettement de la ville est sous contrôle. Heureusement, parce qu'on sait qu'on a des investissements majeurs qui s'en viennent. On a fait ce qu'il fallait en matière environnementale, beaucoup d'investissements. On a parlé du bassin tout à l'heure, mais beaucoup de séparation de réseaux d'égouts aussi dans nos rues pour faire en sorte de limiter les débordements dans la rivière. Il y en a encore, il y en a trop, mais on agit, puis pour vrai, en matière environnementale, on est sur la coche, là. Nos équipes nous ont suivis pour faire en sorte d'améliorer beaucoup le bilan environnemental de la ville. Là, on participe à des projets aussi dans le domaine éolien, au niveau de l'actionnariat, pour faire en sorte de solliciter des nouveaux revenus aussi, tout en faisant une production d'électricité qu'on sait qu'on a besoin, parce qu'on a des entreprises qui se font dire « tu peux pas démarrer, tu n'as pas d'énergie ». Donc, on ne peut pas juste dire que c'est dommage qu'il manque d'énergie. On contribue à faire en sorte qu'il y en ait plus de disponibles. Je voyais le projet de Deep Sky tout récemment. C'est vraiment, là... Thetford, pour vrai, là, Thetford va être une des plaques tournantes en matière environnementale au Québec, au Canada, puis pratiquement sur la planète, avec tout ce qui peut se faire ici. Exactement.
Je voyais ce que je pense que c'est vous qui aviez dit qu'il y avait une volonté réelle de toujours faire mieux, finalement. Donc, ça va continuer comme ça. On va certainement toujours faire mieux. Puis comme je le disais, si jamais on ne va pas dans la bonne direction, on n'a aucun orgueil à dire on s'est trompé puis on va virer de bord parce que tout ce qu'on veut, c'est prendre les meilleures décisions possibles à tous les jours. Parfait. En plus d'être maire depuis 2013, vous êtes également préfet de la MRC aussi depuis 2023, président de la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches. Il y a quelque chose au niveau de l'UMQ aussi. Ah, l'UMQ, en fait, l'UMQ, je n'ai tellement aussi qu'il n'y a rien de nouveau, c'est juste des affaires qui durent depuis longtemps. Okay. Maintenant, je suis vice-président de la table régionale des élus. J'ai fait un petit pas de côté parce que j'en avais peut-être un peu trop. Là. Ouais, vous êtes fortement impliqué dans votre milieu, au fond. Comment vous parvenez à conjuguer tout ça? Ah, je réussis pas. Je réussis pas, mais en fait, écoute, on travaille beaucoup, on met beaucoup d'heures dans tout ça. Mais c'est important, je pense que moi, ma façon de voir les choses quand on est dans le milieu politique, c'est il faut juste être aux endroits où est-ce que ça peut être bénéfique pour notre communauté, être aux endroits où est-ce que les décisions se prennent, où est-ce que l'information est disponible. Donc, c'est la meilleure façon de représenter notre monde, c'est d'être aux bons endroits, au bon moment. Parfait. Personnellement, je trouve que vous conjuguez tous ces rôles-là avec une aisance toute particulière. C'est gentil, là, mais disons que il ne faut pas me demander ce qui se passe à la télévision parce que j'en ai aucune idée. Ça ne sert pas chez nous, une télévision. Des fois, j'avais déjà vu ça, c'était comme une image d'un canard. Soyez comme le canard à la surface, soyez là, posé, calme. Sous la surface, pédalez comme le maudit. Oui, c'est ça, exactement. En terminant, est-ce que vous avez un message à lancer à vos citoyens ainsi qu'à toute la population de la MRC des Appalaches? En fait, continuez d'être fiers de votre milieu de vie, continuez de vous impliquer dans votre milieu de vie de toutes les façons. C'est de cette façon-là qu'on tisse des liens, c'est de cette façon-là qu'on devient plus attractif, qu'on devient plus inclusif. Donc, continuez de vous impliquer et surtout d'être fiers de votre milieu. Parfait. Merci beaucoup, M. Brousseau, pour cet entretien. C'était très intéressant. Bien, merci. Au plaisir. Merci beaucoup.